Bonjour. Je trouve ça super pertinent, le texte qui vient d'être lu, parce qu'effectivement, les problèmes de santé coûtent parfois de l'argent. Là, j'ai un exemple tiré d'une tranche de vie là, d'un médecin qui savait là, ce que j'étais en train de traverser puis qui m'a gentiment recommandé d'aller en physiothérapie. Puis là, il m'a fait une prescription. Je me suis dit, tu me fais une prescription, c'est parce que c'est couvert, puis ça l'était pas. Mais bref, 3 ans après, l'IVAC a accepté de payer. Mais tu sais, c'est ça, en attendant, je me disais, inadéquat de dire à une femme qui vient de te raconter à quel point sa pauvreté là-dessus, qu'elle peut avoir des services moyennant 100 $ de l'heure. C'est ça. Puis j'avais pas fait le lien à l'époque que c'est à peu près ce qui est chargé maintenant, parce que les prix diminuent. À l'époque, c'était plus cher que ça, une femme, mais bon, OK, je vais pas aller plus loin. Mais c'est ça, pour les enfants aussi. J'ai des femmes que je soutiens qui en ont fait tellement pour leurs enfants. Puis en bout de ligne, ça nuit aux femmes, donc ça nuit à leurs enfants. Et c'est ça, il y a plein de cercles vicieux comme ça dans le merveilleux monde qu'on est en train dont on est en train de discuter. C'était sarcastique encore, je suis désolée. Je travaille là-dessus. Puis que je vais vous lire mon texte et arrêter d'improviser. Les conséquences de la prostitution sur la santé semblent se diviser en 2 catégories. Celles qui sont évidentes, connues, comprises et relativement prises en considération par les services existants ou en cours d'élaboration, et celles qui sont méconnues, incomprises et donc peu considérées. Considérées comme faisant partie des risques du métier, par ceux et celles qui pensent à tort que légaliser ou encadrer la prostitution la rendrait sécuritaire pour les femmes, les conséquences connues se divisent elles-mêmes en sous-catégories. C'est là qu'on commence à parler d'imbrication. Il s'agit par exemple de risques tels que ceux associés au ITSS et aux grossesses non désirées, aux agressions, à la toxicomanie, ainsi que des risques associés à chacun de ces problèmes, d'où l'imbrication. Il y a des risques qui causent des risques, qui causent des risques, puis là, à un moment donné, il faut trouver quelles conséquences on soigne en premier pour réussir à soigner les autres. C'était la parenthèse. Les conséquences moins connues sont très nombreuses et se divisent, elles aussi, en sous-catégories. Il s'agit des conséquences liées aux mécanismes d'adaptation nécessaires pour tolérer des relations sexuelles non désirées de façon régulière, pour accepter d'être relégué au statut de marchandise et d'objet sexuel et pour supporter de vivre un état de stress et de peur de façon relativement continuelle. Il s'agit en gros de ce qui fait que la prostitution finit par être perçue comme étant acceptable par les personnes qui la... J'ai ça lire. Excusez. Subissent, plutôt que d'être perçue comme étant ce qu'elle est réellement, une violence. La violence n'est pas seulement qu'une conséquence de la prostitution, elle y est intrinsèquement reliée, et pour arriver à la tolérer, la grande majorité des personnes prostituées développent différents mécanismes d'adaptation allant de nocifs à extrêmement dangereux. Il s'agit notamment des troubles de perception de la conscience de soi, du vécu corporel et de l'éprouvé temporel, ainsi que des syndromes de dissociation et de conversion. Additionnés ensemble et vécus sur une période continue, ces risques-là risquent fort d'amener les personnes qui la subissent à décorporaliser. C'est un très, très bref résumé de la thèse de Judith Trincard, dont je pense Rose a parlé tantôt, qui a travaillé en tant que médecin auprès de femmes prostituées et qui était complètement outré de constater que tout le monde aidait l'agresseur, le pauvre homme qui s'était fait frapper ou agresser par la méchante prostituée. Bref, c'est comme ça qu'elle avait expliqué, à laquelle elle s'est demandé pourquoi personne tenait compte des besoins des femmes, puis pourquoi même la femme n'avait pas l'air de ressentir tant ces besoins-là. Et elle en est venue à la conclusion que les femmes étaient décorporalisées après un certain temps à subir des effractions corporelles répétées. Donc, c'est une tentative de démontrer l'imbrication que j'ai fait là, tu sais, c'est comme, tu sais, t'es décorporalisé parce que tu as des conditions de vie difficiles, mais ça se peut que ça t'amène à des conditions de vie difficiles, comme l'a un peu expliqué aussi Marianne, ce qui t'amène à négliger ta santé, ce qui fait que tu as déjà des problèmes de santé probablement, mais là, ça empire tes problèmes de santé. Puis là, le corps médical ne comprend rien, tu sais, parce que comment peux-tu... Tu sais, j'ai des exemples personnels à l'appui. J'ai fait notamment, depuis 4 ans, une mononucléose, puis tu sais, je l'ai su parce que j'avais un peu mal à gauche dans mon corps. Puis
je pense que j'étais fatiguée un peu aussi, mais j'étais relativement fonctionnelle quand même, là, un peu moins que d'habitude, mais finalement, j'avais la rate sur le bord d'exploser parce que j'étais comme ça à la fin de la mono, mais ça le fait pas longtemps. À un moment donné, ça fonctionne plus. Il y a des limites à la décorporalisation puis à la dissociation. Puis j'ai aussi eu une pyélonéphrite, comme une infection urinaire fois 1000 parce que j'avais pas remarqué, Colin, c'est des trucs comme ça. Puis inversement à ça, il y a des femmes qui, quand ils se recorporalisent, ça finit par arriver soit par nous-mêmes quand on a une vie un peu plus stable ou qu'on l'adrénaline baisse ou par des thérapies. Bien, l'inverse peut arriver. J'ai une écharpe dans le doigt puis j'ai l'impression que c'est un cas d'amputation. Fait que c'est sûr que le corps médical peut avoir de la difficulté à comprendre. Puis là, s'ajoute à ça parfois la stigmatisation si ils savent ce que la femme fait dans la vie ou ce qu'elle a fait ou si ils la jugent, peu importe les raisons. Et ça amène des soins inadéquats, des mauvais diagnostics, comme il y en a été aussi question, je pense. Bref, on est toutes, sans exception, borderline, toute la gang, 100%. En même temps, Judith Trincart et d'autres ont aussi démontré que le syndrome de stress post-traumatique était avait beaucoup de caractéristiques similaires aux troubles de personnalité limite. Et personnellement, je trouve que ça fit beaucoup plus, mais c'est plus connu, le trouble de personnalité limite. C'est vraiment difficile à soigner, mais tu sais, au moins, on peut... j'ai l'impression que les médecins aiment mieux dire comme elle a une personnalité limite. Transférons-la en psychiatrie ou référons-la en psychiatrie qu'elle a un stress post-traumatique à cause de l'industrie du sexe. Peut-être qu'en tant que médecin consommateur de prostitution, je devrais me remettre en question. Je dis pas qu'ils sont tous là, tu sais, mais c'est quand même vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient se remettre en question dans peu importe quelles ressources d'aide. Ça, j'ai poussé à l'extrême, on s'entend. Et bref, ayant des mauvais diagnostics et étant victime de stigmatisation et vivant tout ça, bien, les femmes peuvent finir par perdre confiance en elles, avoir l'impression d'être folles et vivre de la honte, encore une fois, parce que c'est de l'imbrication, tu sais, mais l'imbrication, c'est aussi comme une forme de cercle vicieux, c'est juste que c'est plus compliqué qu'un cercle un peu. Tu sais, un cercle, je me dis, tu tournes, à un moment donné, tu finis par être tanné de tourner, puis tu peux en sortir. L'imbrication aussi, tu peux, c'est sûr, mais personnellement, je vois ça plus compliqué. Là, j'essayais de mettre mon cerveau par image, c'est pas simple, mais c'est pas simple non plus ce qu'on essaye d'illustrer, tu sais. D'où notre présence ici, on essaie de comprendre et d'avancer. Donc, je vous ai un peu résumé ce que je vais aller vite, là, décrite pour la première fois par Judith Trincart dans une thèse très éclairante pour les femmes qui l'expérimentent ou l'ont expérimenté. La décorporalisation est un processus de modification physique et psychique correspondant au développement de troubles sensitifs affectant le schéma corporel et engendrant simultanément un clivage de l'image corporelle, dont le résultat final est la perte de l'investissement plein et entier de son propre corps par une personne, avec pour conséquence la perte du soin de son corps et de sa santé. Fait que donc, en gros, on devient peu à peu tolérante, voire insensible à la douleur et à l'inconfort. Et la décorporalisation amène les femmes à ne plus prendre soin d'elles-mêmes, particulièrement quand toutes leurs énergies sont déployées à leur survie. C'est encore plus justifiable. Ou quand je parle des femmes en région beaucoup à cause du CAF, s'il faut que tu te payes un autobus pour aller voir le médecin, c'est génial d'être décorporalisé, tu sais, parce que des fois, tu n'as pas l'argent, il faut que tu choisisses, est-ce que j'ai envie de déjeuner ce matin ou de prendre un autobus? Puis ça, j'aimerais dire, tu sais, c'est un exemple extrême, mais c'est malheureusement plutôt fréquent, ce genre de choix qui n'a pas d'allure qu'il faut que les femmes fassent. La décorporalisation est probablement une des conséquences les plus néfastes que subissent les femmes. Et on l'observe pourtant fréquemment sur le terrain, de même que l'inverse, soit les difficultés liées à la recorporalisation et le fait d'investir à nouveau son corps après une longue période de désensibilisation, décorporalisation, dissociation. C'est très vulgarisé tout ça. Je vous invite vraiment à vous pencher sur tout ce qui touche à ce domaine-là. C'est super intéressant et très pertinent. Ça peut être très douloureux et inconfortable pour les femmes que de reprendre conscience de leur corps
Et on entend souvent sur le terrain des propos tels que « mon corps se venge de ce que j'y ai fait subir, j'ai mal au corps ». C'est comme, tu sais, ça a l'air vague, mais c'est très précis. Une femme qui dit « j'ai mal au corps », ce qu'elle veut dire, c'est pas « je souffre dans mon âme » ou « essaie de trouver ce que je te dis », c'est « j'ai mal au corps ». C'est tout, tu sais, j'ai mal, comme mes cheveux me font mal, mes ongles, tout mon corps au complet m'énerve d'exister. C'est simple et complexe à la fois. C'est une conséquence sur le corps parmi plusieurs qui ont en commun le stress et dont le lien avec la pratique prostitutionnelle mériterait d'être approfondi. Les femmes qui ont un vécu prostitutionnel semblent effectivement avoir en commun de nombreux autres troubles, allant des maladies auto-immunes de type inflammatoire au syndrome douloureux divers tels que la fibromyalgie, à d'autres syndromes plus liés à l'identité, à la santé mentale, tels que les troubles alimentaires qu'on retrouve. C'est pas documenté, c'est mes observations partagées par plein d'autres, mais il y a beaucoup de femmes qui ont des troubles alimentaires, des troubles de... C'est le bon mot, là, c'était... troubles du comportement alimentaire, des maladies auto-immunes, des douleurs, c'est ça, tu sais, fibromyalgie, toutes des maladies que les médecins adorent. Excusez, c'est encore mon sarcasme qui embarque, mais tu sais, qui sont difficiles à gérer, qui sont difficiles à comprendre, et que beaucoup de femmes qui ont ça ont du mal à obtenir des soins, même en n'ayant pas un vécu dans la prostitution. Donc là il y a l'imbrication qui réembarque encore. Là, j'ai un vécu dans la prostitution, plein de traumatismes à gérer, et en plus, j'ai mal au corps, puis semblerait que je délire. Sur le plan médical, l'addition de ces troubles, dont les symptômes sont loin d'être simples à décrire et à comprendre, ainsi que leur imbrication avec d'autres problèmes, sont probablement une des causes de surdiagnostic de certaines maladies mentales, telles que le trouble de personnalité limite, et l'aggravation de certains maux à cause de la décorporalisation, les faux diagnostics ou leur absence quand les femmes sont pourtant clairement souffrantes. Explique la stigmatisation dont elles sont encore trop souvent l'objet, et ça peut avoir de nombreuses conséquences qui elles-mêmes s'additionnent et s'imbriquent aux conséquences de la prostitution, de la violence, de la pauvreté et de toutes les autres conséquences qui s'imbriquent aussi. Fait que finalement, en gros, il résulte de ça l'absence de soins adéquats pour les femmes. Et parce que ceux-ci devant être aussi dispensés en considérant les traumatismes potentiels vécus par les femmes au niveau intime et tous les autres problèmes de la femme, ça devient beaucoup trop compliqué et des fois, on observe un genre de désinvestissement du corps médical, même les médecins les mieux intentionnés parfois. Il y a aussi une surmédication qui est observée chez plusieurs personnes qui ont des problèmes de santé mentale en général, donc encore plus quand... Honnêtement, il y en a beaucoup qui le réclament, puis je me dis, c'est son choix, tu sais, je peux comprendre une femme qui veut des activants et plein d'autres affaires. Bref, il vaut mieux savoir ce qu'on prend des fois, là. Puis c'est ça, à travers cet éventail de difficultés-là qui s'entrecroisent et qui nuisent à l'accès aux soins, il y a le manque de connaissance des droits par certaines femmes qui préfèrent se passer des services que se battre pour les obtenir et qui ne savent pas de toute façon qu'elles ont droit de les obtenir. Et il y a le fait que les obtenir dans le respect et dans des conditions qui n'augmenteront pas leurs symptômes traumatiques peut être difficile. Donc, même quand on a accès aux soins, ils ne sont pas toujours idéales. Si on ajoute à ça les difficultés inhérentes au système de santé actuel que tout le monde connaît et dénonce, et au fait qu'on a un ministre de la Santé fantastique, ainsi que les obstacles que rencontre le commun des mortels quand il y a des problèmes de santé, bien ça devient facile de comprendre pourquoi l'espérance de vie des femmes qui ont un vécu prostitutionnel est moindre, et je pense que même sortie de la prostitution, ça se peut que ça soit encore moindre. Il faudrait se pencher là-dessus aussi. Les blessures psychiques liées à un vécu traumatique sont immenses, mais ignorer leur provenance est la norme. Les conséquences sur les femmes sont immenses. Elles en souffrent en se croyant parfois folles de le faire autant, s'isolent, s'appauvrissent et se négligent, au point parfois d'en mourir. J'aimerais exagérer, mais j'ai des noms en tête, puis je suis un peu écœurée que la liste s'allonge. Celles sur la société sont aussi non négligeables, les coûts sur le système de santé étant significatifs.
Collectivement, une prise en compte du vécu des personnes dans leur globalité et une prise en charge plus intensive durant les moments les plus difficiles pourrait éviter ça. De même qu'une formation plus adéquate des professionnels quant aux réalités des femmes. Ça, c'est une base aussi, que collectivement, si les gens pouvaient intégrer ça, ça semble compliqué, mais en image comme ça, les gens trouvent que c'est simple, donc je l'ai mis en image. Puis j'aimerais vraiment que les gens intègrent ça et en parlent. Tu sais, c'est un cercle vicieux, un peu comme le cercle de la violence conjugale. Puis quand on les met en dessin, les gens comprennent. C'est ça. Donc, la réponse à offrir aux femmes ayant un problème de santé ne correspond pas à la norme. C'est un des problèmes aussi. Et aux pratiques suggérées lors des formations en relation d'aide ou des formations dans n'importe quel milieu médical. Les intervenantes qui comprennent l'accompagnement qui est nécessaire sont souvent vues comme étant trop investies, pas assez détachées, manquant de professionnalisme et même parfois nuisant carrément aux femmes en leur offrant trop de temps. C'est pourtant de ce genre d'humain que les femmes ont besoin après avoir connu les pires, particulièrement lorsqu'elles éprouvent des problèmes de santé et qu'elles se sentent délaissées par le système. Sentir qu'une personne se soucie de nous, comme disait Marianne, on ne s'est pas consulté, est prête à nous accompagner, nous soutenir et défendre notre intégrité est déjà très aidant. Sans compter la différence notable que ça fait aux soins dispensés de les recevoir sous l'œil d'un témoin qui ne semble pas le faire seulement dans le cadre de son corps de travail, mais être réellement soucieux ou soucieuse des personnes qu'elle accompagne dans le cadre de son travail. Donc, en gros, les femmes qui bénéficient d'au moins une personne significative dans leur vie, je suis persuadée qu'elles ont accès à des meilleurs soins si cette personne a le droit et la capacité de les accompagner quand c'est nécessaire, même si ça n'a pas l'air d'être nécessaire parfois. Parce qu'un simple rhume peut parfois cacher beaucoup plus chez une femme qui est décorporalisée. Je crois que c'est tout, mais j'avais un autre petit... Bon, c'est juste comme une autre conclusion, mais je vais en ajouter beaucoup sur les trucs, sur voyons, le site, là, le site Internet.